Pouvez-vous imaginer chevaucher aux côtés de votre future épouse et soudainement apercevoir la femme que vous croyiez vous avoir abandonnée il y a des années, travaillant comme ouvrière agricole dans des conditions misérables? Le baron Auguste-Henri de Montaigne n'était qu'à 2 semaines d'un mariage qui devait sauver sa fortune, lorsqu'une découverte dévastatrice révéla que tout ce qu'il croyait de son passé était un mensonge, construit par sa propre mère. La vérité était courbée dans les champs de vigne, sous le soleil ardent, vêtue de haillons et détruite par 5 ans d'injustice. Comment réagiriez-vous en découvrant que l'amour de votre vie a souffert à cause d'une conspiration dont vous n'imaginiez même pas l'existence? Si cette histoire a déjà touché votre cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez. C'est une histoire de vérité cachée, de manipulation cruelle et d'un choix impossible. Nous sommes en 1896 et une riche région agricole de France foisonnait de la richesse des vignobles qui couvraient les collines comme un manteau vert sombre. Le baron Auguste-Henri de Montaigne avait 32 ans et portait sur ses épaules le poids d'un titre de noblesse et d'une fortune qui n'était plus aussi solide que le nom le suggérait. Grand, les épaules larges et les cheveux noirs, toujours coiffés en arrière avec de la brillantine importée, il avait la prestance de celui qui est né pour commander. Ses yeux étaient d'un marron si foncé qu'il paraissait noir sous certaines lumières, et sa voix avait cette autorité naturelle des hommes habitués à être obéis. Mais derrière sa posture impeccable et ses costumes toujours parfaitement taillés, il y avait un homme tourmenté par les fantômes d'un passé qu'il n'avait jamais complètement compris. Il y a 5 ans, sa vie s'était écroulée du jour au lendemain. Julie, son épouse, après seulement 2 ans de mariage, avait disparu sans préavis, emportant soi-disant la moitié de la fortune familiale en or et en titres. La séparation fut traitée rapidement, les documents signés, les témoins présentés. L'histoire qui circula dans les salons de la haute société fut dévastatrice. La baronne s'était enfuie avec un amant, volant son mari et le laissant humilier publiquement. Auguste fut anéanti, non pas tant par l'argent, mais par la trahison d'une femme qu'il aimait de toutes les fibres de son être. Pendant des mois, il ne put quitter son lit. Sa mère, la baronne douairière Léopoldine de Montaigne, prit le contrôle de tout, gérant le domaine, les affaires, les apparitions sociales nécessaires. Léopoldine était une femme de 58 ans, mince comme une brindille, toujours vêtue de noir depuis qu'elle était veuve il y a 15 ans. Elle avait des yeux clairs et perçants, une bouche fine qui souriait rarement et une posture si droite qu'elle semblait avoir avalé un manche à balai. Contrôlante, manipulatrice et obsédée par le maintien du statut familial, elle n'avait jamais approuvé le mariage de son fils avec Julie. La jeune femme était de bonne famille, oui, mais sans titre de noblesse. Fille de riches propriétaires terriens, mais non d'aristocrates. Léopoldine voulait une comtesse pour son fils, au minimum. Lorsque Julie disparut, la baronne douairière ne montra aucune surprise, seulement une satisfaction mal dissimulée. « J'avais prévenu qu'elle n'était pas de notre classe », disait-elle à qui voulait l'entendre. Auguste mit 3 ans à commencer à reconstruire sa vie. Il ne s'en remit jamais complètement, mais apprit à fonctionner, à gérer le domaine, à assister aux bals et aux dîners de la société. Et puis, il y a 6 mois, sa mère lui présenta Cécile Beaumont-Duval, fille unique du sénateur Duval, l'un des hommes les plus puissants et les plus riches de la province. Cécile avait 23 ans. Elle était belle d'une manière froide et calculée, les cheveux blonds toujours retenus en chignon élaboré, les yeux bleus comme la glace, la peau claire qui ne voyait jamais le soleil. Éduquée à Paris, elle parlait 4 langues. Elle jouait du piano avec une perfection technique, mais sans émotion. C'était la fiancée parfaite sur le papier, et le mariage résoudrait tous les problèmes financiers de la famille de Montaigne. Le sénateur investirait massivement dans les terres, moderniserait la production, apporterait du capital européen. En échange, sa fille obtiendrait un titre de baronne et entrerait dans l'aristocratie rurale. Auguste n'aimait pas Cécile, ne feignait pas de l'aimer. C'était un accord, et ils le savaient tous les deux. Elle voulait le titre et la position sociale.
Il avait besoin de l'argent et de l'influence politique du sénateur. Ils conversaient poliment, se promenaient ensemble le dimanche, dînaient sous le regard vigilant de la baronne douairière. Cécile était intelligente, cultivée, savait gérer une maison, elle ferait une épouse convenable. Mais quand Auguste fermait les yeux la nuit, il revoyait encore le visage de Julie, son sourire authentique, ses yeux marrons chaleureux, la façon dont elle fredonnait en arrangeant les fleurs dans le salon, la femme qu'il croyait avoir connue et qui l'avait détruit. Le matin d'un mardi d'octobre, 2 semaines avant le mariage prévu, Auguste et Cécile chevauchèrent sur les terres de la région. C'était une promenade sociale, visitant les domaines voisins, se faisant voir ensemble, consolidant les alliances. La journée était chaude. Le soleil de printemps brûlait fort dans le ciel sans nuages. Auguste montait son cheval alezan favori, vêtu d'un pantalon d'équitation beige, de bottes de cuir noir polies, d'une chemise blanche et d'un gilet marron. Cécile chevauchait à ses côtés sur sa jument blanche, portant une élégante tenue d'équitation bleu marine avec des détails en dentelle, un chapeau avec un voile pour protéger son visage du soleil. Derrière eux, à une distance respectueuse, venaient 2 domestiques portant des provisions pour le pique-nique prévu. Ils passèrent par le domaine Sainte-Claire, par le domaine de la Bonne-Espérance, échangeant des salutations avec les propriétaires qu'ils rencontraient. À midi, ils contournaient les limites du domaine des 3 Palmiers, une propriété moins prospère appartenant à un propriétaire terrien endetté appelé Colonel Moreau. Les terres étaient moins bien entretenues, les vignes moins uniformes, et puis Auguste vit les travailleurs dans les champs. Il y avait une 20aine de personnes courbées entre les rangs de vignes, récoltant les raisins mûrs sous le soleil impitoyable. Des hommes, des femmes, certains presque des enfants. Des vêtements usés, des chapeaux de paille déchirés, des mouvements mécaniques de ceux qui font le même travail depuis des heures. Auguste allait passer son chemin, comme il le faisait toujours, quand quelque chose attira son attention. L'une des femmes, un peu à l'écart des autres, se leva pour s'étirer le dos. Même de loin, même avec le visage partiellement couvert par un foulard sale, même avec le corps trop maigre vêtu de haillons qui avait été une robe, il la reconnut. Le monde s'arrêta. Le cœur d'Auguste battit une fois, fort et douloureux. Puis il sembla oublier comment fonctionner. Il tira les rênes avec une telle force que le cheval se cabra légèrement, hennissant de protestation. Julie, c'était impossible. Ce ne pouvait pas être elle. Julie s'était enfuie avec la moitié de la fortune. Elle devait vivre luxueusement dans une capitale européenne, pas travailler comme ouvrière agricole dans des conditions misérables. Mais ses yeux, même à distance, même éteints par l'épuisement et la souffrance, étaient les yeux qu'il avait vus tous les jours pendant 2 ans de mariage. La forme du visage, la courbe des épaules, la façon dont elle se mouvait. C'était elle. « Auguste, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Cécile impatiente. Son cheval dansait nerveusement, sentant la tension de son cavalier. « Pourquoi nous arrêtons-nous » Il ne répondit pas. Il était déjà en train de descendre de cheval, attachant les rênes à une branche voisine, marchant vers les champs, avec des pas qu'il ne pouvait contrôler. Cécile l'appela derrière lui, irritée, mais il n'entendit pas. Le sang battait dans ses oreilles, trop fort, trop vite, ses pieds s'enfonçaient légèrement dans la terre rouge, encore humide de la pluie de la nuit précédente. L'odeur forte du raisin mûr, mélangée à la terre et à la sueur, remplissait l'air. Les travailleurs levèrent les yeux, effrayés de voir un baron bien habillé s'approcher. Automatiquement, ils s'éloignèrent, courbant la tête, murmurant des salutations nerveuses. Tous, sauf la femme qu'Auguste observait. Elle s'était tournée de dos, tout son corps tendu, essayant de se cacher derrière d'autres travailleurs, mais il était trop tard. « Julie !» dit-il, et sa voix sortit rauque, brisée. La femme trembla en entendant le nom, mais ne se retourna pas. « Julie !» répéta-t-il plus fort maintenant, avec l'autorité de celui qui est habitué à être obéi. « Regardez-moi !» Lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait, elle se retourna et Auguste sentit le sol s'échapper sous ses pieds. C'était elle, mais ce n'était pas elle.
La Julie qu'il avait connue avait des joues roses, des yeux brillants, un corps sain et plein de vie. Cette femme était un fantôme, trop maigre, les os du visage saillants, les yeux creux avec des cernes sombres, la peau brûlée par le soleil et maculée de saleté. Les mains étaient calleuses, coupées, les ongles cassés et sales. Les cheveux châtains qui tombaient autrefois en boucles brillantes dans son dos étaient attachés en un chignon négligé, terne et emmêlé. La robe était faite d'un tissu grossier et décoloré, déchiré à plusieurs endroits, souillé de terre et de sueur. Elle semblait avoir vieilli 15 ans, pas 5. Leurs regards se croisèrent, et à ce moment-là, toutes les questions, toute la colère, toute la confusion des 5 dernières années explosèrent dans la tête d'Auguste. « Que faites-vous ici ?» Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu, trop blessée pour être douce. Julie ouvrit la bouche, la referma, essaya de parler, mais aucun son n'en sortit. Des larmes commencèrent à rouler silencieusement sur son visage sale, laissant des traces propres sur sa peau poussiéreuse. « Survivant », murmura-t-elle finalement, si bas qu'il l'entendit à peine. Cécile était descendue de cheval et s'était approchée, son visage un masque d'impatience mal dissimulé sous l'inquiétude. « Auguste, qui est cette femme? Que se passe-t-il » Auguste ne quitta pas des yeux Julie. « Mon épouse, mon ex-épouse », corrigea-t-il automatiquement, mais le mot lui brûlait la langue. « La femme qui était censée m'avoir volé et s'être enfuie il y a 5 ans, et qui est ici, travaillant comme ouvrière agricole. » Julie laissa échapper un son qui était à moitié rire, à moitié sanglot, complètement dépourvu d'humour. « Volé? Je n'ai rien volé. Je n'ai rien emporté, pas même ma dignité, parce que votre mère m'avait déjà tout pris. Que dites-vous » Auguste fit un pas en avant, les mains fermées en poing. « Vous avez signé les papiers, emporté l'or. Les témoins ont confirmé. Il y a des documents. » Julie secoua la tête, les larmes coulant plus vite maintenant. « Je n'ai jamais rien signé. Votre mère a falsifié ma signature. Elle m'a chassée, enceinte, au milieu de la nuit, en disant que le bébé n'était pas le vôtre, que j'étais une vagabonde, que je m'étais prostituée. Elle m'a donné de l'argent pour disparaître et m'a menacée, disant que si je disais la vérité, elle détruirait ma famille. Mes parents dépendaient économiquement des affaires avec votre famille. Un mot de sa part, et ils seraient ruinés. Alors je suis partie sans choix, enceinte, seule, avec seulement l'argent qu'elle m'avait donné. » Le monde bascula. Auguste sentit la nausée monter à sa gorge. « Enceinte? Vous étiez enceinte de moi? Si cette histoire vous coupe le souffle, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. » Julie hocha la tête, la voix défaillante. « 3 mois. J'allais vous le dire cette nuit-là. J'avais eu la confirmation du médecin le matin. J'étais si heureuse, Auguste. Je pensais que vous le seriez aussi. Mais quand vous êtes parti régler des affaires en ville, votre mère est apparue dans la chambre. Elle a dit qu'elle savait pour la grossesse, qu'elle avait suborné la femme de chambre pour le savoir. Elle a dit que l'enfant ne pouvait pas être le vôtre parce que vous étiez stérile, que le médecin de famille l'avait confirmé des années auparavant. Elle a dit que j'étais une misérable qui essayait de faire passer un bâtard pour un héritier afin de voler la fortune de la famille. « C'est un mensonge !» cria Auguste, et plusieurs travailleurs s'éloignèrent effrayés. « Je n'ai jamais consulté de médecin à ce sujet. On ne m'a jamais dit que j'étais stérile. » « Je le sais maintenant, » répondit Julie, et sa voix avait une amertume qui coupait comme du verre. « Mais cette nuit-là, enceinte, seule, chassée de la seule maison que j'ai jamais connue comme la mienne, avec la femme que vous aimez et respectez, me traitant des pires noms, j'y ai cru. Elle était si convaincante, Auguste, si froide, si sûre d'elle. Elle a dit que vous saviez déjà tout, que vous étiez honteux, que vous ne vouliez plus jamais me voir. Elle a dit que les documents de séparation étaient déjà prêts, que ma signature y serait apposée d'une manière ou d'une autre, et que je pouvais choisir de partir avec une certaine dignité ou d'être traîné dans la boue publiquement. « Et le bébé ?» demanda Auguste, et sa voix n'était plus qu'un murmure brisé.
Julie ferma les yeux, et une expression de douleur si profonde traversa son visage qu'il la ressentit dans sa propre poitrine. Né mort 7 mois plus tard, dans une pension misérable d'une ville où personne ne me connaissait. Un garçon. Il avait vos yeux, Auguste. Même mort, même trop petit, il avait vos yeux. Auguste tomba à genoux là, au milieu des champs de vigne, la terre rouge tachant ses pantalons chers. Il ne pouvait plus respirer. Un fils, il avait eu un fils. Un fils né mort parce que sa mère était seule, pauvre, souffrante. Un fils qu'il n'avait jamais connu, jamais tenu, jamais enterré. Et puis il demanda, levant les yeux vers la femme qui avait été son épouse, qui avait porté son enfant. Qu'est-il arrivé ensuite? Julie s'accroupit aussi, les genoux s'enfonçant dans la terre à côté de lui, sans se soucier de qui les voyait, de ce qu'on dirait. L'argent que votre mère m'a donné a servi à couvrir les frais d'accouchement et d'enterrement. J'ai essayé de travailler, mais personne n'embauchait une femme seule, sans référence, sans famille. J'ai eu faim. J'ai dormi dans la rue. J'ai finalement trouvé du travail comme domestique dans une maison, puis dans une autre. Et une autre, chacune pire que la précédente. Il y a 2 ans, j'ai fini ici. Je travaille dans les champs de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Je gagne de la nourriture et un endroit pour dormir dans un baraquement avec 10 autres femmes. C'est suffisant pour survivre. Pas pour vivre, mais pour survivre. Auguste tendit la main lentement, comme si elle allait se briser au toucher. Il posa sa paume sur son visage, sentant les os saillants, là où il y avait eu des joues douces. « Julie, je ne savais pas. Je le jure sur tout ce qui est sacré. Je ne savais rien de tout cela. Je pensais que vous m'aviez abandonné. Je pensais que vous m'aviez volé. J'ai souffert, mais c'était la souffrance d'un homme trahi. Si vous aviez su la vérité, qu'auriez-vous fait ? Demanda Julie. Mais ce n'était pas une vraie question. Votre mère contrôlait tout. Elle contrôle encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Regardez votre fiancé là-bas, vêtue comme une poupée coûteuse, attendant impatiemment de poursuivre la promenade. Je parie que c'est votre mère qui l'a choisi aussi. Auguste regarda par-dessus son épaule. Cécile était à quelques mètres, les bras croisés, le visage, un masque de dégoût mal dissimulé. Elle ne montrait aucune compassion, curiosité ou émotion humaine, seulement de l'impatience et peut-être un léger dégoût. « Auguste, finissez-en, partons. Ce n'est pas notre problème, dit-elle, la voix froide comme la glace. Ça !» Julie se leva en essuyant les larmes avec le dos de sa main sale. « Ce n'est pas votre problème, ça ne l'a jamais été. Allez épouser votre fiancé aristocrate, allez sauver vos finances, allez vivre votre vie de baron. Je vais continuer ici à survivre, comme je l'ai toujours fait. » Non. Auguste se leva aussi, et sa voix avait une fermeté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Non, cela ne va pas rester ainsi. Cécile fit un pas en avant, les yeux lançant des éclairs. Que voulez-vous dire par là, Auguste? Nous sommes à 2 semaines du mariage. Vous ne pouvez pas. Je peux simplement, la coupa-t-il, se tournant vers elle pour la première fois. Et je vais le faire. Vous avez dit que ce n'est pas notre problème, mais c'est mon problème, Cécile. Cette femme est mon épouse. Ex-épouse, cracha Cécile. Vous êtes divorcés, basés sur des documents falsifiés et des mensonges. Auguste passa la main dans ses cheveux, l'esprit travaillant vite. Si ma mère a falsifié la signature, si tout était mensonge, alors, techniquement, la séparation n'a jamais été valide. Julie est toujours mon épouse, devant Dieu et la loi. Cécile devint pâle, puis rouge de colère. Vous êtes fou? Vous envisagez de jeter notre alliance, notre mariage, l'avenir de votre famille à cause de cette ouvrière agricole? Faites attention au prochain mot qui va sortir de votre bouche, dit Auguste, et sa voix avait un ton de menace qui fit reculer Cécile d'un pas. Cette ouvrière agricole a été baronne, a été mon épouse, a porté mon fils, a souffert pendant 5 ans par la faute de ma famille, et je ne l'abandonnerai pas à nouveau.
Julie posa sa main sur son bras, et même à travers le tissu de la chemise, il sentit comme elle tremblait. « Auguste, non, vous ne pouvez pas jeter votre vie par la fenêtre pour moi. Je suis déjà détruite. Ne laissez pas que je vous détruise aussi. » Il couvrit sa main de la sienne, si grande qu'elle l'engloutit complètement. « Vous ne m'avez pas détruit. Ma mère nous a détruits tous les deux. Je vais arranger ça. » Il se tourna vers l'un des domestiques qui était venu avec eux. « Allez au domaine des Trois Palmiers, trouvez le colonel Moreau et dites-lui que je veux acheter le contrat de travail d'une des ouvrières aujourd'hui. Maintenant, payez ce qu'il demandera. »« Auguste !» Cécile tenta à nouveau, mais sa voix avait perdu toute son autorité. « Pensez à ce que vous faites, pensez à votre position sociale, pensez à votre avenir. »« J'y pense. » répondit-il sans quitter des yeux Julie. « Je pense que j'ai passé 5 ans à croire un mensonge. Je pense que la femme que j'aimais a souffert des horreurs pendant que je me préparais à un mariage sans amour. Je pense que j'ai un choix à faire, et pour la première fois depuis des années, je vais faire le bon choix. » Cécile laissa échapper un son de pure frustration. « Mon père le saura. Votre famille sera ruinée. Les dettes engloutiront vos terres. Vous allez tout perdre. » « Alors je perdrai, » dit Auguste, et il réalisa que pour la première fois, il était en paix avec cette possibilité. « Mon titre ne vaut rien si je l'ai acquis avec des mensonges et de la souffrance. Ma fortune ne signifie rien si elle a été construite sur le dos d'une femme innocente. Et un mariage sans amour ne serait jamais un vrai futur. » Cécile le regarda longuement, le visage contorsionné entre colère et mépris. « Vous êtes un fou, Auguste, un fou sentimental qui le regrettera. » Puis elle se tourna, monta sur sa jument blanche avec une agilité impressionnante pour quelqu'un d'aussi engoncé dans des vêtements formels et galopa en arrière sans regarder. Lorsque le son des sabots disparut au loin, Auguste se permit enfin de respirer. Il regarda Julie, la regarda vraiment, voyant chaque cicatrice, chaque marque, chaque preuve de la souffrance qu'elle avait endurée. « Venez avec moi, » dit-il, lui tendant la main. « Maintenant où ?» demanda Julie, mais elle acceptait déjà sa main, ses doigts calleux s'entrelaçant dans les siens. « À la maison. Notre maison !» Il la tira doucement. « Vous allez prendre un bain chaud, vous allez manger un repas décent, vous allez dormir dans un vrai lit, et ensuite nous allons résoudre tout cela, absolument tout. Et votre mère, elle ne le permettra pas. »« Ma mère !» dit Auguste, et sa voix était chargée d'une colère froide et contrôlée. « Va découvrir qu'elle ne contrôle plus rien dans ma vie. Si elle a fait la moitié de ce que vous avez dit, alors elle en répondra légalement, socialement, de toutes les manières possibles. » Le voyage de retour fut surréel. Auguste plaça Julie devant lui sur le cheval, la tenant avec précaution pour ne pas la blesser. Elle était si légère, si fragile, qu'il eut envie de pleurer, mais il retint ses larmes, car il devait être fort maintenant. Fort pour elle, puisqu'elle avait été forte seule trop longtemps. Quand ils arrivèrent au domaine de Montaigne, c'était déjà le milieu de l'après-midi. La grande maison, une imposante construction à 2 étages avec de larges vérandas et d'énormes fenêtres, semblait menaçante sous le soleil ardent. Auguste descendit le premier, puis aida Julie, qui chancela en posant les pieds sur le sol. Ses jambes tremblaient de fatigue et de choc. Madame Marie, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis 30 ans, sortit pour les accueillir et s'arrêta au milieu du chemin, les yeux écarquillés. « Baron ? Qui est-ce » Puis elle la reconnut. « Baronne Julie, mais comment ?»« Préparez un bain chaud dans la chambre d'ami principale, » ordonna Auguste, ignorant les questions. « De la nourriture, des vêtements propres, et faites appeler le docteur Antoine immédiatement. »« Oui, monsieur, » répondit Madame Marie automatiquement, mais elle regardait toujours Julie avec une expression de choc absolu. « Et où est ma mère ?» demanda Auguste, la voix durcissant. « Dans le salon, monsieur, recevant des visites. »« Parfait, » murmura-t-il. « Julie, allez avec Madame Marie. Elle prendra soin de vous. J'ai besoin d'avoir une conversation avec ma mère. » Julie lui tint le bras, les yeux écarquillés de peur. « Auguste, s'il vous plaît, ne faites pas de scène. Pas pour moi. »
Il l'embrassa sur le front, un geste simple, mais chargé de signification. « Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour nous, pour notre fils que je n'ai jamais eu la chance de connaître. Et pour 5 ans de mensonges, je reviens vite. » Auguste entra dans la grande maison, ses pas résonnant sur le sol en marbre du hall. Il pouvait entendre des voix dans le salon, des rires polis, le tintement de tasses en porcelaine. Il poussa la porte sans frapper. La baronne Léopoldine était assise dans un fauteuil haut, vêtue de noir comme toujours, servant le thé à 2 dames de la société locale. Toutes les 3 le regardèrent surprises par son entrée abrupte. « Auguste, quel manque de manières !» Sa mère commença. « Je reçois. »« Dehors !» dit Auguste aux visiteuses, la voix si froide et autoritaire qu'elles se levèrent immédiatement, murmurant des excuses, prenant leur sac et sortant rapidement. Il referma la porte derrière elle et se tourna vers sa mère. Léopoldine posa la tasse de thé sur la soucoupe avec un délicat clic. Que signifie cela? Et pourquoi Cécile a-t-elle envoyé un messager disant que le mariage est annulé? Qu'avez-vous fait? Ce que j'ai fait? Auguste fit un pas en avant. Ce que j'ai fait, c'est découvrir la vérité, mère, la vérité sur ce que vous avez fait à Julie. La baronne douairière pâlit un instant, mais retrouva rapidement son masque. Julie vous a abandonné, vous a volé, est partie avec un amant. Mensonge. Auguste frappa du poing sur la table basse, faisant trembler les tasses. Vous l'avez chassée enceinte, falsifié des documents, menti à moi, à tout le monde. Alors que je pensais avoir été trahi, mon épouse mourait de faim, perdait notre fils, était détruite par votre faute. Léopoldine se leva, la posture droite comme toujours, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux. J'ai fait ce qui était nécessaire. Cette femme n'était pas digne de vous. Elle n'avait pas de titre, pas de lignée appropriée, et l'enfant n'était probablement même pas le vôtre. « Il était le mien !» cria Auguste, et il réalisa qu'il pleurait. Elle était enceinte de 3 mois. Nous étions mariés, fidèles l'un à l'autre, c'était mon fils. Et vous m'avez enlevé cela, vous m'avez enlevé mon épouse, mon fils, 5 ans de ma vie basés sur des mensonges. La baronne ne montra aucun remords. J'ai agi pour le bien de la famille, pour notre nom, notre position. Vous me remercierez un jour. Remercier. Auguste laissa échapper un rire amer. Vous avez détruit des vies, mère. Et pourquoi? Pour me marier à une femme que je n'aime pas, pour maintenir une position sociale vide? Pour nourrir votre propre ego, pour maintenir tout ce que votre père a construit? Léopoldine montra finalement de l'émotion, la voix montant, pour garantir que la famille de Montaigne continue d'être respectée, puissante, influente. Cette femme était un obstacle. Cette femme était mon épouse, dit Auguste, et sa voix redevint calme, dangereusement calme. Et elle l'est toujours. Si la séparation était basée sur des documents falsifiés, alors elle n'est pas valide. Julie n'a jamais cessé d'être baronne de Montaigne, et je n'ai jamais cessé d'être marié avec elle. C'est ridicule. Personne ne la croira. C'est sa parole contre la mienne. La parole d'une femme détruite, qui n'a rien à gagner, contre la parole d'une manipulatrice qui a tout à perdre. Auguste ouvrit la porte du salon. Je pense que beaucoup de gens la croiront, mère. Surtout quand je raconterai publiquement ce que vous avez fait. Surtout quand je présenterai Julie comme mon épouse légitime. Vous allez nous ruiner. Léopoldine murmura. Et pour la première fois, Auguste vit de la peur dans ses yeux. « Non, répondit-il, vous l'avez déjà fait. Je ne fais que l'exposer. Et il y a autre chose, mère. Vous n'êtes plus la bienvenue dans cette maison. Vous pouvez aller vivre à l'hôtel particulier en ville, à la propriété du littoral, où vous voulez, mais pas ici. Pas près de Julie, pas près de moi. Plus jamais. » Il la laissa planter au milieu du salon, les poings serrés, le visage contorsionné entre colère et choc, et monta les escaliers vers la chambre d'amis, où se trouvait Julie. Madame Marie avait fait des miracles en peu de temps. Julie sortait du bain, enveloppée dans un peignoir blanc propre, les cheveux encore mouillés mais déjà peignés. Elle semblait un peu moins fantomatique, un peu plus humaine,
Elle était encore trop maigre, avait encore des cernes, portait encore les marques d'années de souffrance, mais elle était propre, réchauffée, en sécurité. Quand elle vit Auguste, ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. C'est réel? Ce n'est pas un rêve cruel? Il traversa la chambre en 3 grandes enjambées et l'enveloppa dans ses bras. Délicat, mais ferme. C'est réel, Julie. Vous êtes chez vous, vous êtes en sécurité, et je jure sur tout ce qui est sacré que je ne laisserai plus jamais rien de mal vous arriver. Elle enfouit son visage dans sa poitrine et pleura. Des années de douleur et de solitude, enfin autorisées à s'échapper. Il la tint simplement, une main caressant son dos en doux mouvements circulaires, l'autre écartant ses cheveux humides de son visage. Ils restèrent ainsi longtemps, simplement se reconnectant, simplement étant. Les jours suivants furent tumultueux. Cécile et le sénateur Duval menacèrent de procès et de représailles sociales. Auguste ne s'en soucia pas. Il engagea les meilleurs avocats de Paris pour enquêter sur les documents de la séparation. En 2 semaines, ils réussirent à prouver que la signature de Julie était falsifiée, que les témoins avaient été payés par la baronne Léopoldine. La séparation fut annulée. Julie de Montaigne n'avait jamais cessé d'être baronne légalement. Le scandale balaya la haute société comme une traînée de poudre. La moitié des familles aristocrates furent horrifiées, coupèrent les ponts avec les de Montaigne. L'autre moitié, secrètement satisfaite de voir l'altière baronne Léopoldine tomber en disgrâce, se mit à soutenir discrètement Auguste et Julie. Léopoldine déménagea à l'hôtel particulier en ville et ne parla plus jamais à son fils. Les finances de la famille souffrirent. Sans le mariage avec Cécile, sans l'investissement du sénateur, Auguste dut vendre une partie des terres, réduire la production, se serrer la ceinture. Le domaine de Montaigne devint plus petit, plus modeste, mais d'une certaine manière, cela n'avait pas d'importance. Julie se rétablit lentement. Le docteur Antoine dit qu'elle était dénutrie, anémique, avec plusieurs carences en vitamines. Ce furent des mois d'alimentation attentive, de repos, de traitement. Elle reprit du poids. Ses joues redevinrent roses. Ses yeux retrouvèrent leur éclat, mais les cicatrices émotionnelles prirent plus de temps. Les cauchemars étaient fréquents, des moments de panique où elle pensait que tout était mensonge et qu'elle se réveillerait dans le baraquement des domestiques. Auguste était toujours là. Il lui tenait la main pendant les cauchemars, s'asseyait à côté d'elle pendant les crises de panique, lui lisait l'après-midi, marchait avec elle dans les jardins à l'aube, réapprenant avec elle comment être un couple. Ce ne fut pas un nouveau départ facile. Tous deux avaient été changés par les 5 ans de séparation, mais c'était réel, c'était honnête, et cette fois, c'était construit sur la vérité, non sur des mensonges. 1 an plus tard, un matin d'octobre, exactement 12 mois après le jour où Auguste l'avait trouvée dans les champs, Julie se réveilla en ayant des nausées. Sa première pensée fut la peur, les souvenirs du bébé perdu inondant son esprit. Mais quand le docteur Antoine confirma, il y eut aussi de l'espoir. Elle était de nouveau enceinte. Auguste pleura quand elle le lui annonça. Il pleura de joie, de peur, de soulagement. « Cette fois, ce sera différent, promit-il. Cette fois, vous n'êtes pas seul, vous ne le serez plus jamais. » Et elle ne l'était pas. La grossesse fut surveillée de près, tous les soins furent pris. Le moment venu, Auguste était là, lui tenant la main, essuyant la sueur de son front, lui murmurant des mots d'encouragement. Et quand les pleurs du bébé résonnèrent enfin dans la chambre, ils pleurèrent aussi. Une petite fille, parfaite, avec des yeux sombres comme ceux de son père et les cheveux châtains de sa mère. Ils l'appelèrent Hélène, qui signifie « lumière brillante », car elle apporta la lumière à une famille reconstruite sur les cendres du passé. Si cette histoire d'amour, de perte et de retrouvailles a touché votre cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne plus manquer d'histoires émouvantes. Partagez-la avec quelqu'un qui croit qu'il faut parfois que l'amour soit complètement détruit pour être reconstruit plus fort. Et souvenez-vous, la vérité.